Hop, donc, bonsoir à tous. Pas les manuels. On va commencer du coup la correction par l'anatomie. J'espère que vous m'entendez tous. Ouais. Bon, alors du coup, on va commencer avec le QCM1 qui portait sur la scapulo-humérale, donc articulation du membre supérieur. Concernant ce QCM1, du coup, les réponses vraies étaient B, C et E. Donc la A était fausse puisque c'est une articulation certes de type énarthrose, donc c'est une diarthrose à 3 degrés de liberté, mais qui ne va pas unir l'humérus à la clavicule, comme le montre le premier schéma, mais qui est une articulation qui va l'unir à la scapula, donc l'omoplate, en arrière. Ensuite, le B était vrai, on le voit bien sur le deuxième schéma avec les gros cadres, on voit bien que l'articulation au niveau de la cavité glénoïdale va présenter une partie plus large en bas qu'en haut. On retrouve la C qui est vraie en effet, puisque le bourrelet glénoïdal vient augmenter cette congruence articulaire. Et puis pour ce qui était de la D, elle était fausse, puisque la synoviale, certes, va former un manchon synovial du coup, autour du tendon, mais pas du chef court, mais du chef long de notre muscle biceps brachial, qu'on retrouve toujours sur le même schéma, on le retrouve même sur le schéma du bas, qui vient passer au-dessus de l'articulation, puisqu'il vient s'insérer sur la glène au niveau du tubercule supraglénoïdal. Pour ce qui était du QCM-B qui portait sur la coxo-fémorale, du coup les réponses étaient, QCM2 pardon, c'était réponse B pour ce qui était de la vraie. L'item A était donc faux. Notre capsule elle est certes renforcée par des fibres mais qui ne sont pas longitudinales, ce sont des fibres qui sont complètement circulaires, qui forment ce qu'on appelle la zonula orbiculaire donc de Meckel, aussi appelée, zonula orbiculaire, aussi appelée donc zone orbiculaire. Et donc cette zone-là, on va la retrouver, zona orbicularis, donc au niveau de l'articulation. Ensuite, pour ce qui était de l'item B, il est vrai, la capsule est bien épaissie par ces trois types de ligaments, donc iliofémoral, le pubofémoral qui est en avant et l'ischio-fémoral en arrière. Donc on a, je rappelle, sur l'os coxal, trois os qui vont s'ossifier, l'ischium en arrière, l'ilium en haut et le pubis en avant. Donc ces trois faisceaux ligamentaires qui viennent l'unir au fémur. Pour ce qui est de l'item C, il était faux, puisque l'épaississement des bords de notre ligament, non pas ischio-fémoral, mais ilio-fémoral, vont être composés d'un faisceau supérieur horizontal et d'un faisceau inférieur qui, lui, va être vertical, comme on le voit bien sur la diapositive supérieure. Donc on voit bien notre faisceau qui va s'insérer le plus bas, qui est complètement vertical, et celui qui vient s'insérer en haut, qui va être à peu près horizontal. Pour ce qui était de l'item D, donc notre ligament pubofémoral, il va se fixer sur le fémur, non pas à la partie haute, mais à la partie basse de notre ligne trochantérique, intertrochantérique. On le voit bien sur le toute dernière représentation, donc avec l'insertion très basse au niveau de la ligne intertrochantérique, donc avec le petit trochanter et le grand trochanter, qui vient s'insérer donc très bas. Pour ce qui était de l'item E, il était lui aussi faux. Le ligament rond, donc ce qu'on appelle le ligament de la tête fémorale, c'est un ligament qui est intra-articulaire, il se trouve à l'intérieur de la capsule et à l'intérieur donc de tout ce qui est zone articulaire, mais il va présenter en effet sa petite indépendance puisqu'il va présenter une synoviale qui lui est propre. Donc réponse vraie, réponse B. Pour ce qui était du QCM3, c'était les réponses A, C et D, donc qui portaient lui aussi sur la coxo-fémorale. La A était vraie, alors ça revient un peu à ce qu'on avait dit sur la scapulo-humérale, toujours, le labrum va servir, donc le bourrelet va servir à augmenter les congruences. Ensuite, la réponse B était fausse, l'item B était faux, puisque c'est pas ce labrum justement qui va effectuer cet effet de ceinturon, parce que la tête fémorale, elle va pas rentrer entièrement dans notre cavité cotyloïde, mais c'est ce qui se trouve autour, cette zone orbiculaire, ces faisceaux circulaires, qui viennent effectuer cet effet donc de ceinturon. Un effet de ceinturon, c'est véritablement un enchâssement de la tête fémorale dans la surface. L'item C était donc vrai, l'extension, et c'est assez logique, va être limitée par l'iliofémoral, comme on le voit sur la grande représentation fémorale de la coxofémorale, là.
eh bien, notre ligament iliofémoral, ça va être le plus antérieur, et donc si on fait une extension de la cuisse, c'est-à-dire qu'on va tendre le fémur en arrière, eh ben, ça va être le premier faisceau qui va être étiré, et donc qui va limiter facilement cette extension. Pour ce qui était de l'item D, il était vrai. Pour ce qui était de l'item E, maintenant, eh bien, il était faux. Pourquoi il était faux? Parce que cette articulation coxofémorale, elle ne va pas décrire un cône qui est centré sur le foramen obturé. Le foramen obturé, il ne va pas être très intéressant sur l'articulation, il va être centré tout simplement au niveau de l'articulation de la hanche, donc à savoir au niveau de notre acétabulum. Pour ce qui était du QCM4, réponse ici aussi ACD, mais ça portait sur le genou. Donc notre surface articulaire, elle va en effet posséder un rayon de courbure qui va croître d'arrière en avant ou qui va décroître d'avant en arrière, tout simplement parce que la surface articulaire antérieure va présenter un cartilage plus épais, parce que c'est elle qui va réellement être articulaire. La partie postérieure ne va pas être fortement utilisée dans l'articulation du genou. Du coup, l'item B était faux, puisque au-dessus de l'épicondyle médial, on va trouver le faisceau de l'adducteur, et non pas le tubercule de l'adducteur, avec insertion du faisceau profond du grand adducteur, adducteur, donc qui va rapprocher vers le plan médian, la ligne médiane du corps. Et donc c'est logique, ce muscle il va être à la partie médiale de notre os, donc on trouve bien sur le tubercule médial l'adducteur, l'insertion du muscle adducteur. Pour ce qui est de l'item C, il était vrai, le D était vrai lui aussi, et puis pour ce qui était de l'item E, il était faux, tout simplement parce que la face postérieure du tibia va présenter en effet une crête qu'on voit ici, mais cette crête c'est la ligne solaire et non pas la ligne poplitée. Le muscle poplité vient s'insérer du coup à la partie médiale et non pas la partie latérale du tibia. Le QCM5 portait lui aussi sur le genou, mais cette fois-ci sur le schéma du genou. Donc on avait comme réponse vraie A, B, C et D. Seule la E était fausse. Donc tout simplement parce qu'il fallait bien visualiser le schéma, en sachant qu'on était en vue ventrale. Nous, on n'était pas donc sur un genou qui était le genou gauche, mais un genou droit, puisque la fibula, ou péroné, était donc orienté sur la gauche de ce schéma, donc on est bien sur une vue ventrale, ce qui fait que c'est un genou droit. Voilà, j'espère que tout le monde a compris ça. Ensuite, QCM6 qui portait lui aussi sur le schéma de notre genou. Donc on avait sur ce QCM6 comme réponse vraie A, B, D et E. Seule la C était fausse, tout simplement parce que sur le 8, eh bien, ce n'est pas le quadriceps fémoris, le quadriceps fémoral qui vient s'insérer, mais c'est le ligament patellaire qui part donc de l'apex de notre patella et qui vient descendre pour s'insérer au niveau de la tubérosité, tibiale antérieure. Petit rappel, tubercule de Gerdy qui lui va recevoir l'insertion de notre tractus iliotibial. Pour ce qui est de notre QCM7, il portait sur le crâne et surtout plutôt les points très importants de ce crâne. Donc les réponses vraies étaient A, B, C et D. Seule la E était fausse, tout simplement on ne parlait pas du gonion mais du gnation. Donc il faut bien retenir quelqu'un qui va présenter un rétrognatisme ou un prognatisme. Ça va être une anomalie au niveau de la position de la pointe du menton. Donc prognatisme, il va avoir le menton proéminent, donc en avant. Prognatisme va présenter donc une proéminence mentonnière qui va être reculée. Donc A, B, C et D. Voilà, donc QCM8 maintenant qui portait sur la deuxième vertèbre cervicale, axis. Donc, concernant le premier item, il était faux, puisque 1 ne va pas aller s'articuler avec l'arcus postérieur, ou arc postérieur de l'atlas, mais avec évidemment l'arc antérieur de l'atlas, facette articulaire postérieure de l'arc antérieur. Pour ce qui était de 2, c'était en effet l'apophyse odontoïde, donc la B était vraie. La 3, eh bien, c'est la facette articulaire, du coup, qui vient s'articuler directement avec le ligament transverse, qui va être encrouté de cartilage et qui vient tout simplement se positionner en arrière de notre dent, au processus odontoïde.
Le 4 eh bien, représente la surface articulaire non pas latérale mais supérieure de notre axis, qui vient directement s'articuler en fait avec les surfaces inférieures articulaires de l'atlas. Et puis le 5, lui, c'est bel et bien notre processus épineux de l'axis, donc qui est un peu particulier, on va le voir après sur la diapo suivante. Le QCM9, eh bien, qui lui aussi portait justement sur l'axis, A, B et C étaient les vraies réponses, les réponses vraies. Donc A, en effet, le 6, il est ici. Donc A, c'est tout simplement notre processus articulaire inférieur qui va aller s'articuler avec C3, la partie supérieure de notre troisième vertèbre cervicale. Le 7 eh bien, vient traverser le processus transverse, donc c'est en effet le foramen transversaire. 8, eh bien, c'est ce qu'on appelle le corps de l'axis, avec en proéminence, en avant de 8, ce qu'on appelle le bec de l'axis. Donc A, B et C. C'est la face donc inférieure du corps de l'axis qui va, comme je l'ai dit, se prolonger par ce bec de l'axis. Et puis la E était elle aussi fausse, puisque le processus épineux de l'axis n'est non pas unituberculé, mais bien bituberculé, comme on le voit bien sur la diapo, enfin le schéma inférieur. On voit donc ce processus épineux, donc là, ce qui est très haut et proéminent, c'est la dent de l'axis. Et on voit qu'à la face postérieure, en fait, c'est une vue postérieure, hein, on voit qu'il y a ces deux petites tubercules, qui forment donc cette zone bituberculée. Et donc mon dernier QCM 10, donc, qui portait cette fois-ci sur la première vertèbre cervicale, aussi appelée Atlas. Alors, petit point mythologique, Atlas, tout simplement. Ici, la première vertèbre cervicale, elle vient porter le crâne, et c'est en référence à un titan grec qui a été condamné par Zeus à porter le monde. Donc voilà, c'est une petite analogie sympathique. Donc cet atlas, les réponses vraies étaient C, D et E, les A et B étaient fausses. Donc tout simplement, l'atlas n'a pas de corps, c'est deux arcs avec des masses latérales, donc un arc antérieur, un arc postérieur. Les deux sont directement séparés en fait par la présence d'un ligament, le ligament transverse, qui va faciliter la formation de deux parties, la pars dentis antérieure, donc je réponds à l'item E, et la pars nervosa qui est postérieure, comme on le voit bien ici. En fait, on a notre pars dentis sur le schéma central, la pars dentis donc avec la dent de l'odontoïde de l'axis qui vient passer en avant, et puis le névrax, c'est-à-dire à cet endroit-là, la fin du bulbe rachidien et le début de la moelle, qui viennent passer en arrière, et donc entre les deux, on va avoir ce ligament transverse. Du coup, l'AB était fausse. Oui, excusez-moi, j'ai pas répondu parce que l'AB était fausse, tout simplement parce que sur la face antérieure de l'arc antérieur vient se fixer notre ligament longitudinal. Hein, c'est pas sur la face postérieure. Sur la face postérieure, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'articulation avec le processus odontoïde de l'axis. Et puis, je crois que c'est tout pour ce qui était de ce QCM. Donc je vais passer la main à Quentin qui va faire les 10 derniers QCM. Merci beaucoup. Et coucou tout le monde, donc du coup on va se retrouver pour la correction des derniers QCM. Donc vu qu'on a un petit peu d'avance, je vais juste revenir sur le centrage de la tête fémorale. Donc en fait, on avait fait la confusion entre labrum et limbus. Le limbus, c'est ce petit sourcil que vous voyez ici, cette petite excroissance osseuse. Et du coup, en fait, pour comprendre pourquoi elle participe au développement de la cavité acétabulaire, c'est que comme cette excroissance, en fait, plus elle va, en grandissant, cette excroissance, vous voyez que c'est un bourrelet, une sorte de sourcil, comme vous pouvez avoir l'arcade sourcilière ici. Et imaginez que votre arcade sourcilière se développe un petit peu plus, et bah, votre cavité orbitale sera beaucoup plus profonde. Et là, c'est exactement le même phénomène, c'est que si ce sourcil acétabulaire se développe un petit peu plus, l'acétabulum sera d'autant plus profond, et donc c'est pour ça qu'elle participe au développement de la profondeur de la cavité acétabulaire, et que à côté de ça, elle favorise également le centrage de la tête fémorale. Voilà, j'espère que du coup, ça a répondu aux quelques questions que j'ai vues tout à l'heure. Ensuite, on va passer au QCM 11. Donc les bonnes réponses étaient les B et la B et la D.
Donc la A était fausse, c'était pas donc 24 paires de côtes, mais 12 paires de côtes. Donc vous les voyez très bien. Alors attendez, je vais mettre le pointeur laser. Hop, vous les voyez très bien donc juste ici. Donc il y en a 24 au total, mais 12 de chaque côté. Donc 24 côtes au total, mais 12 paires seulement. Donc, parmi ces 24 côtes, vous allez en avoir donc des vraies, des fausses côtes et des libres. Donc, les libres, c'est les deux dernières que vous voyez juste ici, qui ne sont pas reliées à un cartilage costal. Les fausses côtes, ça va être celles-là, qui vont se jeter pardon, sur le même cartilage costal, et au-dessus, donc, ce sont les 7 premières qui sont donc les vraies côtes. Ensuite, donc, le corps de la côte possède une face externe en rapport avec les muscles lisses de la paroi, c'est vrai. Donc là, vous avez la face externe et il faut imaginer donc par-dessus votre grand pectoral, votre dentelé antérieur, etc., qui vont venir du coup former donc cette couche musculaire qui recouvre votre grille costale. Ensuite, donc, ce n'était pas le bord crânial donc, du corps de la côte qui présente la gouttière costale, mais le bord caudal. Donc ici, on ne le voit pas trop, ce bord caudal. Donc en fait, vous prenez une côte, vous la regardez d'en dessous, et en dessous de cette côte, donc, vous avez cette gouttière avec l'ensemble du paquet vasculo-nerveux qui glisse dedans. La face crâniale de la côte, donc, elle sera plus à destinée musculaire. Elle va recevoir les très nombreuses insertions des muscles intercostaux. Ensuite, donc, le tubercule de la côte possède une saillie d'insertion ligamentaire, c'est vrai. Donc, on l'a juste ici, le tubercule costal, et il va recevoir l'insertion, donc, par exemple, des ligaments costaux transversaires. Et ensuite, donc, la tête costale, d'ailleurs, on avait fait une petite coquille, excusez-nous. Ici, c'était pas ce CE, mais ce SE. Donc, se trouve à l'extrémité non pas ventrale, mais dorsale de la côte. Donc là, on le voit donc très bien ici, on a la tête de la côte qui s'articule du coup avec notre vertèbre, alors que la partie ventrale de la côte, elle va venir s'articuler avec le cartilage costal. Donc la tête est bien dorsale et s'articule du coup avec les vertèbres. Ensuite, le QCM12, donc les bonnes réponses étaient B, C et E. Donc pour la A, donc, le sternum est constitué de 3 parties, manubrium, donc corps, et ensuite, non pas le processus styloïde, mais le processus xiphoïde. Le styloïde, on va le retrouver par exemple au niveau de l'ulna, ou encore donc au niveau du radius également, au niveau de la fibula. Donc on parle de processus styloïde. Donc là, c'est bien question de processus xiphoïde. Ensuite, donc, la B et la C étaient vraies. Pour la C, on a une petite illustration ici. Donc, vous voyez votre coupole diaphragmatique, ce muscle respiratoire, qui va avoir quelques digitations musculaires qui vont venir donc s'insérer au niveau du sternum, donc au niveau donc du processus xiphoïde. Ensuite, donc, le processus de l'extrémité caudale présente donc souvent une courbure non pas vers l'arrière mais vers l'avant, pardon. Donc c'est ce processus xiphoïde. Vous allez avoir donc votre corps sternal qui est entre guillemets à plat, et ce petit processus xiphoïde va former une petite languette qui va venir en fait ressortir un petit peu au niveau donc de votre de votre creux épigastrique. Enfin, c'est très léger, hein, c'est très imagé, mais elle est quand même orientée un petit peu plus en avant par rapport au corps donc, du sternum. Ensuite, donc, l'union du manubrium et du corps forme un angle saillant. L'angle de Louis, donc, c'est celui qu'on voit juste ici. Donc là, on a mis des cotons-tiges ou des allumettes, des cotons-tiges, pour, voilà, pour vous montrer l'angle de Louis qui est donc juste ici. Et vous le sentez aussi, vous pouvez le sentir en vous palpant le thorax. Ensuite, donc QCM 13, les bonnes réponses étaient donc C, D et E. Donc la A était fausse, les articulations donc intervertébrales ne sont pas des amphiarthroses, pardon, mais des arthrodies. Donc les articulations costo-vertébrales pardon, sont des arthrodies. Donc ce sont des articulations de la classe donc des diarthroses. Elles auront donc une capsule articulaire, et souvenez-vous, les arthrodies, c'est ces petites articulations planes dont on ne sait pas trop à quoi elles servent et ce qu'elles font. Elles ont des petits mouvements, mais elles n'en ont pas en même temps. Enfin, c'est assez compliqué. Disons qu'elles ont des petits mouvements de déplacement sans axe vraiment directeur. Donc, elles ont une capsule, donc c'est des diarthroses, mais elles ont 0 degré de liberté. Ensuite, les surfaces articulaires donc, de la côte inclinées l'une sur l'autre forment donc un angle, non pas mousse, mais un angle saillant. Donc là, on le voit très bien juste ici.
vous allez avoir votre facette articulaire supérieure, votre facette articulaire inférieure, et au niveau de la tête costale, juste ici, vous allez avoir un angle qui est saillant. Et en fait, là, vous le voyez, vous avez la fovea costale supérieure et la fovea costale inférieure sur ces spondyles vertébraux. Et en fait, donc, cette crête, elle vient très bien s'encastrer dans la cavité, donc délimitée par ces deux fovéas articulaires. Et ensuite, pour la C, la fovea costale inférieure d'une vertèbre et la fovea supérieure de l'autre forment une cavité réceptrice, c'est ce que je viens donc de vous expliquer. Ensuite, la discite, donc disque pour disque, et cite pour inflammation. Donc, une inflammation du disque peut retentir par la proximité avec donc, cette articulation sur l'articulation costo-vertébrale. Vous voyez ici, ça c'est le disque, il est quasiment au contact même de la tête costale. Donc c'est vraiment une très grosse proximité qu'on peut observer à ce niveau-là. Ensuite, donc, d'un point de vue fonctionnel, les côtes participent au mouvement respiratoire. Donc vous respirez, vous expirez, ça bouge devant et ça bouge derrière aussi. Ensuite, QCM 14, la bonne réponse était la C. Donc pour la A, la peau ne représente pas que 5%, mais 15% du poids total de votre corps. À la surface de la peau, ensuite, on retrouve des dermatoglyphes, je vais y arriver, uniquement au niveau des régions palmaires, donc c'est faux, il y en a également sur vos petits doigts de pied. Ensuite, donc, la peau est bien composée de 3 couches, donc on les voit juste ici, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Ensuite, la couche la plus je vais y arriver. La couche la plus superficielle, ce n'est pas donc le derme, mais l'épiderme. Donc épi comme au-dessus, comme épigastrique, donc comme épi de maïs, voilà, qui est au-dessus du brin de maïs. Donc là, vous avez un épi qui est au-dessus donc de la peau, donc au-dessus du derme, qui est la couche la plus superficielle. Ensuite, c'est non pas dans l'épiderme, mais dans le derme que se situe l'ensemble donc des récepteurs de la sensibilité extéroceptive et des annexes de la peau, donc ces récepteurs que vous voyez juste ici. L'épiderme, lui, par contre, c'est juste une couche de, de, de cellules épithéliales constituées de kératine. Il est voué en haut, en fait, à desquamer. Donc, il est vraiment inutile. C'est juste une barrière mécanique, cet épiderme. Il n'a pas de vascularisation et pas de récepteur. Ensuite, donc, pour le 15, donc, les bonnes réponses étaient A et D. Donc, là, on avait fait le piège au niveau de la B et de la C sur médula et cortex. Donc, pour retenir un petit peu l'organisation du poil, en fait, dites-vous, dans l'os, vous voyez votre cavité médulaire, elle est au centre de l'os. Et bien là, il faut vous dire pareil. Au centre du poil, du coup, il y a la médula, la médulaire, la cavité médulaire. Ensuite, à côté donc de cette cavité médulaire, on va retrouver le cortex, comme le cortex cérébral qui est en périphérie. Et généralement, dans les descriptions d'organes, ce sera ça. La médulaire sera au centre et le cortex sera en périphérie, au niveau de votre rein, par exemple. Donc là, le cortex est un peu en périphérie. Et encore en deçà du coup du cortex, vous allez avoir la cuticule qui est encore plus périphérique. Et ensuite, on avait fait le piège pour donc pour la B, c'était pas le cortex mais la médula, donc le numéro 2. Ensuite, le numéro 3 pour la C, ce n'était pas la médula mais le cortex. Et enfin, donc pour la E, ce n'était pas donc une glande suboripare mais un pore suboripare. Donc la glande est beaucoup plus basse dans le derme et elle vient s'aboucher au niveau de l'épiderme par son pore suboripare. Ensuite, pour le QCM 16, les bonnes réponses étaient B, D et E. Donc pour la A, ce n'était pas donc une glande suboripare écrine, mais une glande sébacée. Donc vous l'avez à quel niveau ici? Glande de... on ne l'a pas. Mais normalement, donc, vous avez des glandes sébacées également qui sécrètent le sébum. Donc ensuite, la B est bien le muscle arrecteur du poil. Donc faites attention, des fois il y a le piège arrecteur et érecteur. Donc là, c'est bien le muscle arrecteur du poil. Ensuite, pour la 8, ce n'était pas une glande sébacée, mais une glande sudoripare, donc écrine. Donc sudo comme sudoral, comme sueur. Donc c'est les petites glandes qui vous font transpirer pendant l'école d'anat, par exemple. Et ensuite, donc D et E, elles étaient vraies. On va passer donc au QCM 17. Les bonnes réponses étaient A, B, C et E. Donc, je vais revenir sur la D. Donc, ce n'était pas la gaine épithéliale externe, mais la gaine épithéliale donc interne. Donc voilà. Après le reste, donc les papilles dermiques, on les a, voilà, juste ici.
Donc c'est ces petites choses qui vont faire des vaguelettes, là, ces papilles dermiques. Après, bulbe pileux et sac fibreux du poil, c'est sur le schéma. Donc pour le 18, ensuite, les bonnes réponses étaient A et C. Donc la moelle est bien une tige donc, de 45 cm de long et contenue donc entièrement dans le canal vertébral. Donc elle est totalement comprise dans le canal vertébral, mais il faut faire attention, elle n'occupe pas sur toute sa longueur, c'est-à-dire qu'elle s'arrête donc au niveau de L2, donc de la deuxième vertèbre lombaire, et ça répond au QCM du coup d'après, elle s'étend de C1, donc de l'atlas dont Paul vous a parlé juste avant avec le petit titan, jusqu'à L2. Et là, il faut bien faire attention au niveau de la moelle. En fait, elle va avoir un développement qui est dit allométrique. C'est-à-dire que votre moelle épinière en elle-même, donc ces petites choses gluantes ici, là, elle va se développer moins vite que l'ensemble de la carcasse osseuse qui est autour, donc des vertèbres. Ce qui fait qu'en fait, ce développement des vertèbres sera beaucoup plus rapide et va venir donc du coup tirer en bas et allonger les racines. Ce qui fait que là, en fait, vous allez retrouver les myélomères donc sacrés qui forment du coup les derniers myélomères du coup sur la moelle, mais ils se situent au niveau donc de la jonction thoracique donc lombaire. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, du coup, c'est un empilement donc non pas de 21 mais de 31 myélomères. Donc vous en avez 8 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 coccygien. Et ensuite, la surface de la moelle est parcourue entre autres donc par un sillon dorsal et une fissure médiane ventrale. Donc là, vous l'avez, le sillon septum donc médian dorsal et la fissure donc médiane ventrale qui est donc très profonde. Ensuite, donc, pour le QCM 19, les bonnes réponses donc, étaient B et E. Donc, pour la A, l'encéphale donc, est un organe qui provient donc, d'un des trois feuillets embryonnaires primitifs. Donc, ce n'était pas l'entoderme, mais l'ectoderme. Donc, vous allez avoir vos trois feuillets. Donc, ça ne vous dit rien pour le moment, mais vous le verrez en embryo. Et l'ectoderme va venir se creuser pour former la gouttière du coup neurale. Il se ferme ensuite pour former le tube neural. Donc, vous allez en fait de la superficie cette couche superficielle va passer à l'intérieur du coup du développement de l'embryon et ce tube neural après par développement il donne donc notre tronc cérébral et notre moelle et notre encéphale et tout le système nerveux qui va avec et c'est donc ce dont il est question dans le QCMB. Ensuite pour la C ce n'était pas le rhombencéphale mais le prosencéphale qui se divise en télencéphale et en diencéphale. Donc là on vous a mis les trois vésicules primitives. Le prosencéphale, donc le télencéphale, c'est le cerveau en gros. Le diencéphale, c'est à l'intérieur, il est caché, donc on ne le voit pas forcément juste ici. Et le mésencéphale, métencéphale et myélencéphale, c'est votre tronc cérébral. Donc le mésencéphale, son nom ne change pas au niveau du tronc cérébral. Le métencéphale, c'est le pont, dit aussi pont de Varol. Et le myélencéphale, c'est la moelle allongée, le bulbe rachidien. Et ensuite, donc, pour le QCMD, le diencéphale ou cerveau donc intermédiaire, donc c'est celui-là, là, n'est pas creusé par la cavité du quatrième ventricule, mais par la cavité du troisième ventricule. Donc, le troisième ventricule, c'est ce que vous voyez ici. Donc, le diencéphale, il est inclus en fait à l'intérieur de votre cerveau, de votre télencéphale. On ne le voit pas tant que ça. Et le quatrième ventricule, lui, est en arrière. Donc là, il est un peu haut situé sur le schéma d'ailleurs. Il est un peu plus bas normalement, à la jonction du pont et du bulbe. Donc il a une moitié qui est dans le bulbe supérieur et une moitié qui est dans le pont inférieur. Et donc il est en arrière du tronc cérébral. Ensuite, donc le QCM 20, je sais que vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, on s'est un petit peu trompé sur la répartition. Vous le verrez demain. Donc ce QCM sera annulé et ne comptera pas dans la colle, mais je vous conseille quand même de le faire demain soir pour vous assurer d'avoir bien compris votre cours et de tout maîtriser. Donc la bonne réponse était la C. Donc la A était fausse. Le quatrième donc, ventricule, donc celui dont je viens vous parler, n'est pas situé donc en avant du tronc cérébral, mais en arrière. Donc là, on a le tronc cérébral qui est devant, et le quatrième ventricule qui est juste ici, qui est donc derrière, à la jonction tronc cérébral-cervelet. Ensuite, la partie médiane du cervelet donc, ne s'appelle pas le fornix. Donc ça, c'est au niveau vaginal que vous retrouverez un fornix. Là, c'est le vermis. Donc le vermis, voilà, c'est cette petite languette médiane que vous avez au niveau du cervelet. Ensuite, donc, la C était vraie. Donc, il y a trois pédoncules cérébelleux qui le relient aux trois étages du tronc cérébral. Un supérieur au mésencéphale, un moyen au pont et un inférieur au bulbe ou moelle allongée. Ensuite, ce n'est pas la substance blanche qui est fragmentée, mais la substance grise. En noyau donc denté, c'est celui-là. Donc ça, c'est le noyau denté.
et les noyaux donc fastigiaux, donc là il est question d'un singulier donc fastigial, qui est donc celui-ci qui est contenu dans le vermis donc cérébelleux. Ensuite pour la E, donc la cavité du quatrième ventricule, communique en haut non pas avec l'aqueduc du métencéphale, et là il faut faire attention, mais avec l'aqueduc du mésencéphale. Donc l'aqueduc de Sylvius qui est donc juste ici, donc quatrième ventricule, donc plus bas en fait vous avez la cavité épandymère, elle se dilate, quatrième ventricule, et là donc on a le mésencéphale juste ici, en arrière du mésencéphale, donc il va venir former l'aqueduc du mésencéphale, également appelé aqueduc de Sylvius. Donc c'est terminé pour la correction d'anatomie. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, on y répondra du coup juste après. Et je vais donc laisser la place à l'UE7 pour assurer la correction. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Coucou, du coup on espère que cette partie UE7 ça s'est bien passé. Donc niveau Vernionègre, on a fait tout ce qui était les QCM sur les lois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début, mais à force de s'entraîner, ça va le faire. Du coup on commence avec le QCM 21. Donc, concernant la loi de modernisation du système de santé Guigou-Kouchner, donc la A est fausse parce qu'elle crée l'INPES. Il faut savoir que l'Institut de veille sanitaire, l'INVS, n'existe plus. Ça a été remplacé par Santé publique France en 2016. Donc là, c'est l'INPES. Ensuite, l'item B est faux parce qu'elle crée le Haut Comité de santé publique. Le piège, là, il était sur le C. C'est pas conseil, c'est comité. Le Haut Conseil de santé publique remplace le Haut Comité avec la loi Douste-Blazy en 2004. Ensuite, l'item C est bien vrai. Elle permet l'accès direct au dossier médical sans présence d'un médecin. Et ensuite, la D est bien vraie aussi. Elle permet le renforcement du consentement pour tous les actes qui sont invasifs. Et ensuite, l'item E était bien faux. La commission d'indemnisation nationale agit quand il n'y a pas de responsabilité. En fait, la régionale, elle va agir en cas de responsabilité pour gérer, par exemple, tout ce qui est les remboursements rapides, tout ce qui est arrangement à l'amiable. Et quand ça va être sans responsabilité, ça va être plus complexe. On va dire que c'est la commission nationale. Ensuite, QCM 22. Concernant la loi de santé publique, il y avait les trois qui étaient vrais, A, C et D. La loi de santé publique a bien été rédigée en 2004. Et par contre, la B est fausse, c'est un petit piège, genre pas très sympathique, mais elle a 4 titres principaux et 5 plans nationaux qui sont l'inverse. Et en fait, ces 5 plans nationaux vont faire partie du titre 3, du troisième titre de cette loi. Ensuite, la C est bien vraie, elle favorise une politique de décentralisation avec notamment la création de groupements régionaux de santé publique. Et la D aussi est vraie, elle a permis la création d'une EHESP, qui sont les écoles des hautes études en santé publique. Et la E est fausse du coup, parce que c'est pas cette loi-là qui a mis en place la réparation du risque sanitaire, c'est plutôt que ça a été mis en place, c'est la loi de modernisation du système de santé qui a été fait en 2002. Donc voilà pour le QCM 22, donc c'était A, C et D. Pour le QCM 23, il y en avait pareil 3 de justes, la B, la C et la E. Donc la A est fausse. La loi de santé publique de 2004 est aussi appelée loi Douste-Blazy. Alors avant, le professeur Vernenegre faisait la différence entre justement ces deux lois, la loi relative à l'assurance maladie et cette loi de santé publique. Sauf qu'il a relu la colle et il nous l'a corrigé. Il nous a dit que maintenant, il ne faisait plus cette distinction entre ces deux lois et que quand il parlait de santé publique et relative à l'assurance maladie, il parlait des lois d'août 2004, de 2004. Donc on verra pour cet item si vous l'avez compris différemment, si vous avez pas bien vu ça, vous nous dites et nous on modifiera en fonction dans les corrections et dans les résultats. Ensuite, B, C et E étaient vraies du coup. Donc elles concernent seulement tout ce qui est médecine ambulatoire. La C est vraie, elle met en place l'HAS. Donc ça voilà, c'est la loi relative à l'assurance maladie. Et la D est fausse.
parce que une des missions de l'HAS est l'évaluation des pratiques professionnelles, notamment avec des procédures d'accréditation de la pratique des médecins. Ici, c'est un piège assez récurrent. Il faut vraiment que vous reteniez qu'on accrédite des personnes, on ne va pas les certifier, on accrédite des personnes et on certifie des établissements. Comme ça, vous êtes sûr que dans une phrase, vous vérifiez bien, là on parle de médecin, donc on parle d'accréditation. Et la E est vrai, pardon, la loi relative à l'assurance maladie réorganise les caisses de l'assurance maladie avec notamment l'UNCAM qui du coup regroupe les trois régimes. Donc elle va faire tout ce qui est négociation avec les professionnels et les remboursements. Ensuite, pour le QCM 25, alors attendez, voilà, j'ai loupé le QCM 24. Concernant la loi HPST, du coup, il y en avait trois qui étaient vraies, la B, la C et la E. Donc, la A est fausse parce que elle est composée de trois titres, cette loi. Donc, on vous les a remis si jamais vous les rappelez. Le titre, le premier, c'est la modernisation des établissements de santé. Ensuite, il va avoir un accès à tous à des soins de qualité. Et ensuite, il y a la prévention et santé publique. Pardon. La B est bien vraie, elle est à l'origine de la création de l'ANAP, donc cette loi HPST, et elle va favoriser la coopération entre les établissements avec entre autres la création des communautés hospitalières de territoire. Donc voilà. Et la D est fausse parce que bien sûr elle va pas genre limiter le rôle des médecins généralistes, justement elle va chercher à le renforcer. Donc c'est cette loi qui va faire ça par rapport aux médecins généralistes. Et la E est bien vraie, la loi HPST offre une importance majeure à la prévention, avec notamment tout ce qui est lutte contre la propagation internationale de la maladie ou la lutte contre les troubles alimentaires. Et justement, comme ça, c'est la prévention qui occupe le troisième titre de cette loi. Donc voilà pour ce QCM, c'était B, C et E. Donc pour le QCM 25, il n'y en avait qu'une de fausse. La loi Bertrand est mise en place en 2012. Donc dans le cours, elle est appelée la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire des médicaments. Elle est super longue, mais du coup, on vous la raccourcit avec celui qui l'a mise en place, donc c'est Monsieur Bertrand. Il a aussi introduit cette loi les prescriptions hors AMM non remboursées. Donc la C est vraie aussi. Un médecin traitant doit être désigné pour les enfants de 0 à 16 ans. Attention parce que là, dans le QCM, on a mis concernant la loi Bertrand et la loi Touraine. Donc 0 à 16 ans, le médecin traitant, c'est vrai, mais c'est depuis la loi Touraine, donc ça c'est bon. Et l'item D, la loi Touraine améliore l'accès à l'IVG, donc ça aussi c'est bon. Et par contre, celle qui met en place le développement professionnel continu, ça va être la loi Bachelot, c'est celle de 2009. Il faut savoir que la loi de Touraine va redéfinir et réorganiser ce DPC. Et du coup, ça a été mis en place bien avant. Donc voilà pour ce QCM 25. Coucou, donc moi je vais faire le QCM 26. Donc c'était les réponses C et D. Donc l'item A c'était faux parce que la loi Buzem c'était l'ancienne ministre de la Santé là, qui a été remplacée il n'y a pas très longtemps pour le Covid. Donc du coup ça c'était en 2019 pardon. Item B c'était faux, bon ça quand même vous êtes concerné, c'est la suppression du numerus clausus. Item C c'est vrai, elle permet la création d'un statut unique et de praticien hospitalier. Item D, c'est également vrai. Elle rend possible pour les infirmiers d'adapter des prescriptions et de prescrire certains produits. Ça, vous allez le voir au S2 avec Monsieur Guyonnet pour. Il fait tout ce qui est le droit, quoi. Et item E, c'est faux. C'est la loi de modernisation du système de santé Touraine et pas Buzyn qui oblige d'avoir un médecin traitant pour les enfants de 0 à 16 ans. Donc voilà, on va passer au QCM 27, c'était A, B et D. Donc voilà, alors item A c'était vrai, le réseau de soins est défini a priori tandis que la filière est définie a posteriori. Donc la filière, au moins retenez, c'est la filière de soins quoi. Donc c'est déterminé après. Du coup, item B, ben ça c'est vraiment le titre de votre leçon. Donc c'est les filières et réseaux de soins qui définissent au final un parcours de soins. Item C, c'était faux parce que moi, les intervenants sanitaires, ils interviennent sur la base du volontariat et donc ils ne sont pas rémunérés.
Item D, c'est vrai, parce que le parcours de soins reçoit une enveloppe spécifique de l'ONDAM. Et item E, c'était faux. Moi j'ai inversé quoi. C'était un des objectifs est d'appliquer une stratégie identique pour une pathologie donnée. La formulation que j'avais donnée avant, elle paraît quand même largement moins logique. Donc voilà, ça, faites attention en QCM. Après, on va passer au QCM 28. Donc là, c'était uniquement la réponse D. Donc A, c'était faux, c'était pas les affections aiguës, mais c'était les chroniques qui occupent une place accrue dans le parcours de soins. Item B, c'était pas l'ARS, c'était l'HAS qui fait un guide des réseaux de soins pour faciliter l'accès aux soins. Item C, c'était vraiment piégeux. Il existe 4 réseaux, donc ça c'est vrai, mais c'est de proximité thématique, les thématiques d'établissement. Et là, c'était du coup un piège. J'avais mis évaluation et en fait, c'était expérimentaux. En gros, expérimentaux, c'est la maîtrise des dépenses, quoi. Item D, c'est vrai. Les membres du réseau de soins ont accès aux données professionnelles ainsi qu'à celles des patients. Et item E, c'était faux, donc ça c'était tout simple. Moi, c'est les réseaux intégrés au parcours de soins sont un enjeu pas mineur mais majeur des futures lois en termes de santé publique. QCM 29, c'était B, C et D. Donc l'item I, c'était faux. Moi, les pharmaciens sont bien sûr concernés par l'offre de soins en secteur ambulatoire. Donc là, il y a tout le monde. Il y a tout. Il y a les médecins, les chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers, kinés, bon, vous savez tout quoi. Item B, c'était également vrai. Il y a 5 grands principes de fonctionnement en médecine libérale. Donc ça, ben, c'est par exemple, moi, le médecin, il peut choisir le lieu où il pratique. Après, il y a la prescription aussi. Après, il y a le secret professionnel. Euh, Après, oui, le fait que le patient puisse choisir son médecin et qu'il puisse aussi payer, ben, qu'il peut payer à la fin d'une séance. Donc voilà. Item C, c'était vrai. La liberté d'installation et de prescription font partie des principes de la médecine libérale. Donc ça, je viens de vous le dire. Item D, c'est également vrai. Les relations entre les professionnels libéraux et la sécurité sociale sont définies par des conventions. Et après, item E, c'est les médecins facturent selon des tarifs calculés en fonction de la nomenclature et pas de l'âge. Donc ça, que je l'ai expliqué en amphi. Ben, en gros, genre vous avez des lettres et en gros, ça va déterminer si vous avez, moi par exemple, seulement genre vous allez tranquillement au cabinet ou sinon ça va être le week-end ou à domicile et ça va varier, ça va être défini par des lettres et du coup, moi les tarifs sont calculés comme ça. QCM 30, c'était C, D et E. Donc là, on a inversé les items A et B. Donc, on a inversé les façons de faire entre le secteur. Donc, l'item A, c'était faux. Les professionnels de santé exerçant dans le secteur 2 ont des honoraires libres. Les malades payent à différence de prix. Et du coup, le secteur 1 est dit opposable. Il y a un respect des tarifs. Les caisses payent une partie des charges sociales des médecins. Item C, c'est vrai. En secteur 2, on observe une majorité de chirurgiens à 80%. Donc ça, voilà, c'est les données que Vernunac vous donne. Item D, c'est vrai. Dans le secteur non conventionnel, les tarifs sont libres avec des remboursements très faibles. Et item E, ça c'est vrai aussi. Il y a une répartition équilibrée de médecins généralistes au niveau rural et urbain. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à bientôt. Bisous. Salut, du coup, le QCM 31, la bonne réponse était CD. Donc là, A, c'est faux. Chez les toxicomanes chroniques, les doses de cocaïne consommées induisent à terme une modification de la pharmacocinétique et pas du métabolisme. Là, B, c'est faux. La Cmax de la cocaïne sous forme sniffée est atteinte plus lentement que la Cmax de l'héroïne sous forme inhalée. Du coup, oui, parce qu'en fait, la Cmax de la cocaïne sous forme sniffée, c'est de 45 minutes. Et la Cmax de l'héroïne sous forme inhalée, c'est 5 minutes. Du coup, c'est largement plus petit. Du coup, la C, c'était vrai. La demi-vie d'élimination est le temps qu'il faut pour faire baisser la concentration de la substance de moitié. Ça, c'est la définition. La D, c'était vrai aussi. Pour la cocaïne, sa concentration dans le sang baisse de moitié toutes les 30 minutes. Du coup, oui, c'est la T1,5 qui est de 0,5 à 1,5 heure. Et donc la E, c'était faux aussi. La cocaïne correspond à la benzoylméthyllégonine. Donc en fait, elle se métabolise en benzo
bêta-benzyllégonine, donc BZ2, donc en fait on enlève juste le méthyle pour faire le métabolite. Du coup, QCM 31, c'était bien CD. Donc QCM 32, c'était ADE. Du coup, la A, c'était vrai. L'égonine apparaît plus tardivement que la benzoylégonine, donc BZ2, et l'égonine méthylester, donc EME. Donc oui, parce qu'en fait, la cocaïne, elle est d'abord métabolisée en BZ2 et en EME, et ensuite, la BZ2 et l'EME, elles vont être à leur tour métabolisées en égonine. Du coup, la B, c'était faux. L'égonine est détectée dans les urines et pas dans la salive jusqu'à 4 jours après la prise de cocaïne. La C, c'était faux. Une voie métabolique hépatite mineure et pas majeure forme la narcocaïne. Du coup, c'est 5 à 6% de la dose de cocaïne est métabolisée en norcocaïne. Du coup, c'est mineur. La D, c'était vrai. La norcocaïne en NC est un métabolite actif impliqué dans l'apparition de la fibrose cardiaque et hépatique vue chez le consommateur chronique. Du coup, oui, c'est la définition. La E, c'était vrai, la pyrolyse de la cocaïne base, donc le crack, conduit à la formation d'anhydroégonine méthylester dans AEME. Donc CM32, ADE. Donc CM33, c'était ACE. Donc la A, c'était vrai. Après une prise unique de cocaïne par voie inhalée, qui est détectable pendant plusieurs heures, donc 5 à 12 heures, elle va être détectable plus longtemps dans la salive que si on prend juste une prise unique d'héroïne qui sera détectable moins de 30 minutes dans la salive. Donc le A, c'était bien vrai. La B, c'est faux. Il faut plusieurs dizaines de minutes et pas d'heures pour que la Cmax de la cocaïne sous forme sniffée soit atteinte. Du coup, la Cmax de la cocaïne, c'est environ 45 minutes. Donc la C, c'était vrai. Sous forme injectée, la Cmax de la cocaïne est dépendante de la dose. Ça, c'est la définition d'une concentration. C'est la dose sur le volume. Et la D, c'était vrai aussi. Sous forme fumée, la quantité absorbée est fonction du matériel utilisé et de l'expérience du consommateur. La E, c'était faux. Les métabolites se forment directement et pas longtemps après la prise de cocaïne sous forme sniffée. Donc QCM33, c'est ACD. QCM34, c'était BCD. Donc là, A, c'est faux. Il existe deux variétés principales du cannabis. Donc c'est la sativa et l'indica. La B, c'était vrai. L'huile de cannabis est préparée à base de feuilles de cannabis et contient habituellement une forte proportion de substances actives. La C, c'était vrai aussi. Les cannabinoïdes de synthèse sont des agonistes aux récepteurs de cannabis. La D, c'était vrai aussi. Le taux d'expérimentation du cannabis par la population générale, qui est de 42%, est supérieur à celui de la cocaïne, qui est de 5,6%. Et donc pour finir, la E, c'était faux aussi. Parmi les usagers réguliers de 17 ans, 1 sur 5 et pas sur 10 est un usager problématique. Du coup, c'est tout pour moi. Bonne soirée et bisous. Du coup, bonsoir à tous. Du coup, on se retrouve pour le QCM 35. Alors, pour le QCM 35, les réponses vraies, c'était A et E. Alors, pour l'item A, les ligands endocannabinoïdes, ils vont aller se fixer sur les récepteurs cannabiques de type 1 ou les récepteurs CB1. Pour l'item B, il était faux, puisque les récepteurs CB1, ils se trouvent dans plusieurs parties du cerveau. C'est par exemple le cortex préfrontal, occipital, la substance noire ou substantia nigra, le cervelet et l'hippocampe. Pour l'item C, c'était faux, il n'existe pas de phénomène d'overdose pour le cannabis, à la différence de l'héroïne, parce que justement les récepteurs CB1, ils ne sont pas présents au niveau bulbaire, ce qui explique qu'il ne va pas y avoir de décès directement lié à un surdosage de la substance comparé à d'autres drogues comme la cocaïne ou l'héroïne par exemple. Donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas de récepteur au niveau bulbaire. Pour l'item D, c'était faux. En effet, c'était l'anandamide 2 avec un D. C'est un ligand endogène qui va pouvoir se fixer sur les récepteurs CB1. Et l'item E, c'était vrai. L'ivresse cannabique, c'est un état d'euphorie confusionnelle, d'extase, qui est recherché par les consommateurs de cannabis. Donc pour le QCM35, c'était les réponses A et E. Pour le QCM36, c'était les items B, D et E. Pour l'item A, il est faux, puisqu'on observe une augmentation de l'incidence de diverses maladies comme le cancer depuis plusieurs décennies.
Ça va aussi être, on va aussi voir une augmentation de maladies respiratoires comme l'asthme, les maladies neurologiques avec les maladies neurodégénératives, les dérèglements hormonaux et les troubles de la fertilité. Pour l'item B, c'était vrai, en fait, on observe une absence de reconnaissance d'un lien direct entre les polluants environnementaux et les risques sanitaires engendrés et constatés depuis plusieurs décennies. Donc ça, c'est une phrase qui est un peu particulière, mais il faut la prendre, c'est comme ça, c'est dit. On la retrouve dans le cours, donc c'est une phrase qui est assez importante. Pour l'item C, c'était faux. L'environnement, il correspond à un ensemble d'agents physiques, chimiques et pas psychiques, biologiques, des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines. Donc ça, c'est aussi une définition qui est assez importante, je pense. Pour l'item D, c'était vrai. L'environnement, il est défini entre autres par des éléments, les compartiments, les habitats et le climat. Donc ça, les éléments, c'est l'air, le sol et l'eau, par exemple. Les compartiments, c'est les écosystèmes, la ville, la maison ou le lieu de travail. Les habitants, ça va être la faune et la flore. Le climat, ça va être tout ce qui va être température, humidité ou vent. Et enfin, pour l'item E, c'était vrai, puisque la santé environnementale, ça fait partie des préoccupations majeures de santé publique. Pour le QCM 37, les items vrais étaient les items A et D. Donc pour l'item A et B, ils vont un peu ensemble, parce que l'item A est vrai. En effet, en France, une canicule, c'est défini comme un épisode de température élevée de jour comme de nuit sur une période prolongée. Cette période prolongée, ça va être une période de 3 jours. Et l'item B était faux, puisque lors d'une canicule, la température nocturne, elle va dépasser 20 degrés. Et donc avec ces deux items, on a la définition d'une canicule. En effet, une canicule, c'est une période de forte chaleur, donc sur plus de 3 jours, avec des températures nocturnes qui dépassent les 20 degrés, des températures diurnes ou le jour qui dépassent les 33 degrés. L'item C était faux, puisque depuis l'été 2003, le plan canicule il peut être activé par le ministère de la Santé, donc ça c'était vrai, mais c'est à partir du 1er juin au 31 août. Donc ça, ce sont des dates qui sont importantes à retenir, je répète, du 1er juin au 31 août. L'item D était vrai, puisque les allergies au pollen, elles ont été multipliées par 3 en 25 ans. Et l'item E était faux, puisque près de 20% et pas 80% de la population française est allergique au pollen. Et on estime que d'ici 10 ans, on va observer la moitié de la population française qui pourrait être allergique au pollen. Donc c'est tout pour moi. Je vous dis bon courage pour la suite et bisous. Coucou. Donc du coup, pour la suite, donc le QCM 38, s'il n'y en avait qu'une de vraie, vous voyez, c'est l'item E. Du coup, pour l'item A, il est faux parce que concernant la morbidité et mortalité dans le monde, on compte 5 à 10% de cancer et pas de pathologie chronique. Et en fait, c'était inversé entre l'item A et l'item B. Du coup, pour l'item B, il est faux parce qu'à la fin, c'est pas des 25% de cancer, mais 25% de pathologie chronique. Ensuite, pour l'item C, donc il était faux parce que c'est pas l'air contenant de niveaux élevés de polluants, mais la pollution de l'environnement en général, donc l'eau, l'air, tout ça. Bon, il était peut-être un peu ambigu cet item-là, je vous l'accorde. Donc du coup, pour l'item D, on observe une augmentation de 30% de gaz à effet de serre depuis l'ère pré-industrielle et pas depuis la découverte de l'Amérique. Et l'item E est vrai, on observe une augmentation de 1 degré dans le monde au cours des 130 dernières années. Pour le QCM 39, tout était juste, donc c'était salade. Donc je vais revenir peut-être sur le thème de reprotoxicité. Donc la reprotoxicité, c'est le phénomène de toxicité pouvant altérer la fertilité de l'homme ou de la femme. Et ensuite, pour l'item E, en France, en 2016, plus de la moitié des échantillons d'aliments destinés à la consommation contrôlée contenaient des résidus de pesticides. Donc plus de la moitié parce que le taux, il est de 56%. Voilà, juste pour rappel. Et ensuite, pour le dernier QCM, il n'y en avait qu'une de juste et c'était la B. Donc du coup, pour l'item A, le bisphénol A et le DEHP sont des perturbateurs endocriniens et pas des pesticides. L'item B est vrai. L'item C est faux parce que les nanoparticules sont des substances composées de particules ayant au moins une dimension de l'ordre du nanomètre et au plus de 100 nanomètres et pas 10 nanomètres.
Ensuite, pour l'item D, le potentiel cancérogène pour l'être humain du dioxyde de titane est supposé. Là, il y a un petit moyen mnémotechnique, c'est Olivia qui l'a trouvé. Du coup, dioxyde, ça commence par un D comme le doute. Et du coup, si tu doutes, tu supposes. Si ça peut vous aider, je vous le dis. Et du coup, pour l'item E, il est faux aussi parce que du coup, c'était inversé encore une fois entre l'item D et l'item E. Donc, le potentiel cancérogène pour l'être humain des nanotubes de carbone est avéré et non pas supposé. Voilà, bon courage pour la suite et bisous. Bisous.